Bonsoir et bienvenue dans Culturel, je suis ravie de vous retrouver pour parler de l'actualité sartoise. Plus que 2 émissions avant l'été, alors les émissions vont être bien complètes. On va parler d'Amérique avec le festival Eldorado qui revient les 26 et 27 juin prochains. On va découvrir une dystopie avec les résistants de la Cité Bleue, c'est aux éditions d'Illier Jeunesse, et David Moitet, qui est sartois, sera sur notre plateau. On parlera ensuite de 2 festivals, Rockavib, 16e édition, c'est ce 4 juillet prochain à Vibré, et la Belle Virée en Sarthe, c'est du 17 au 19 juillet prochain. Marquez tout ça dans vos tablettes. Et puis pour finir, nous rencontrerons quelques artistes du Cercle des artistes solidaires qui vient de se lancer et qui sera présent dans plusieurs expositions estivales. Il y en aura donc pour tous les goûts, pour tous les âges, et je vous invite à retrouver tout de suite nos invités en plateau. Alors, nous allons parler dans un instant de votre livre. David Moitet, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu sur le plateau. Mais avant, je me tourne vers Michel Pamplune. Bonsoir. Bonsoir Chloé. Vous êtes directeur du festival Eldorado, donc 2e édition, les 26 et 27 juin prochains. C'est un festival. Alors, vous allez voir, je ne suis pas très bonne sur l'anglais, mais alors ça m'a fait rire parce que dans le document de présentation de votre festival, vous dites à la fois country, ça veut dire campagne, on est avancé, et pourquoi pas, c'est le lieu pour partager cette culture américaine, cette musique avant tout, et un moment convivial sur cette thématique. C'est vrai, oui, on va avoir ça va être le point de ralliement en un week-end. Voilà, on va avoir Nashville, Austin, Texas, la Nouvelle-Orléans, à avancer dans le sud-Sarthe. Et voilà, c'est les musiques des racines américaines, donc c'est folk, rock, blues, un brin de country. Et oui, je disais country parce que country en anglais ça veut dire campagne. Donc après tout, que ces musiques un peu roots, un peu de campagne soient jouées à la campagne, ça fait sens. Dans une ancienne série, alors Vancé, c'est entre le Perche, la vallée du Loir, on est vraiment dans un lieu en plus... Voilà, très chouette. Alors, je m'avance un peu, mais les 26 et 27 juin, je pense qu'il fera beau. Et du coup, on va pouvoir profiter de ce festival. Comment vous avez eu l'idée? Alors, c'est la 2e édition, donc déjà, bravo de tenir cette 2e édition déjà. Comment vous faites votre sélection? Parce que vous l'avez dit, il y a des choses un petit peu plus blues, des choses un petit peu plus rock. Comment vous faites vos plateaux? Alors là, il y a plein de questions en une. Déjà, oui, le site a un charme dingue, parce que c'est une ancienne scierie, donc un mélange de bois et de métal, avec des hangars couverts. Donc il y aura des parties ombragées, parce que oui, il va faire beau, un peu chaud peut-être. Ouais. Donc il y a des parties ombragées. Et même s'il y a, quelques gouttes, voilà, on est abrité. Et après... la question suivante est sur la sélection, la programmation des artistes. En fait, tous ces genres musicaux-là, toutes ces musiques, les gens les connaissent et en écoutent sans vraiment savoir leur nom. Parce que là, il est question d'avoir la relève américaine. Et donc, tous les artistes qui sont des héritiers de Johnny Mitchell en folk, John Fogerty et Creedence Clearwater Revival en rock, Johnny Cash en country, Neil Young, Bob Dylan. Donc toute cette nouvelle scène et la crème de la scène américaine actuelle sera avancée. Donc une affiche internationale prestigieuse incroyable. Et on aurait pu faire cet événement dans une grande ville. Ça aurait sans doute été même plus facile pour les trajets, les navettes, etc. Dire, Oui, mais en même temps... Voilà, c'est aussi ça le projet culturel, d'amener, on va pas, sinon on fait des choucroutes dansantes et des comices agricoles qui sont très bien, mais la culture c'est aussi proposer quelque chose auxquels les gens n'auraient pas accès forcément. Exactement. Et il y a un vivier
très très intéressant, très riche dans ces musiques-là, avec ces artistes-là. Et voilà, c'était important de les faire découvrir. C'est important aussi parce que c'est aussi dans la culture américaine et ces groupes-là que vous faites venir de très loin, finalement, on vient tous de quelque part, pas forcément d'une ville. Il y a des choses qui se créent dans nos campagnes. On est bien, voilà, je suis un peu chauvine, mais on voit en Sarthe tous les groupes qui se montent et tout ce qui se fait, et même en tant que festival. Donc il y a un public pour ça et quelque part, il faut aussi aller le chercher. Donc il faut leur proposer des choses de qualité. On parlait du lieu qui est magnifique, de l'idée qu'il y aura un petit marché américain, qu'on se transforme. Il y a cette idée de voyage aussi. Et pourquoi être obligé d'aller à Paris ou dans les grandes villes? Au contraire, de faire un lieu avancé. Pardon, je vous coupe, mais cette juxtaposition d'artistes renommés, chacun dans leur genre, parce qu'ils sont très connus pour les gens qui connaissent, de les avoir là, effectivement, avancés au milieu de nulle part, c'est d'abord inouï. Parce que tous autant qu'ils sont très bons et sont déjà célébrés par la presse, par tous les médias. Mais on n'a pas besoin d'être connaisseur de ces musiques-là pour apprécier. Parce que j'ai vraiment, et ça ma contrainte, et ça c'est très difficile, c'est que je veux constituer une affiche d'artistes qui à la fois plaise aux spécialistes, mais que ça ne soit pas élitiste et que les gens qui viennent juste pour la découverte aiment. Ouais, et puisse profiter justement de ce festival. Pour revenir sur l'Amérique, parce que je veux pas non plus, on est plus dans la contre-culture américaine et on n'est pas du tout, on n'est pas là pour servir la culture en général de façon béate et bénette. Bien sûr. Pourquoi américaine? Tout simplement parce que le rock, il est américain. Bien sûr. Le rock, il a été créé à Memphis, dans le sud des États-Unis. Donc, quitte à faire un festival rock, autant prendre chez les meilleurs et là où il est né. Bien sûr, et vous les faites venir, et ça c'est notre chance aussi, à des tarifs abordables. Enfin voilà, le festival met tout en œuvre pour avoir cette accessibilité. C'est des musiques, un festival où on peut venir en famille. Au contraire, comme vous dites, c'est dans notre univers collectif, donc on va forcément avoir des sons qui nous disent quelque chose, qui nous plaisent, qui nous plaise moins, mais c'est le jeu aussi d'une découverte de festival, de vous faire confiance aussi là-dessus. Et moi, forcément, j'ai envie de poser la question, comment ils acceptent et comment ils voient le fait de venir avancer pour ces 26 et 27 juin prochains. Je sais que les Américains sont friands dans beaucoup de styles de musique parce que voilà, la France peut être aussi très accueillante et avoir des beaux projets culturels. Mais voilà, en particulier, votre affiche cette année... C'est vrai, c'est une très bonne question. Ils sont tous très excités à l'idée de participer à ce festival. D'abord parce que c'est quelque chose qui est récemment créé, qui n'existait pas en France. Ouais. Il y a peut-être 2 manifestations dans ce genre en Europe. Donc c'est vraiment participer à quelque chose de naissant et ils ont envie, ils ont à cœur d'aider à ce que ça marche. Et puis après, la France et notre campagne là où on est, c'est magnifique, on mange bien. On boit du bon vin et ça, ils sont intéressés parce que on prend la musique aux États-Unis, mais la nourriture, on leur laisse. C'est-à-dire que là, on va avoir du barbecue français, on aura du jambon à la broche, on aura des poulets bio rôtis, on a du vin que notre sommelière du festival et trésorière a été sourcée à Torrey-la-Rochette pour une partie domaine brasilier, domaine de la Roche-Bleue à Marsan. Et on a aussi La Feuille Rouge, le brasseur indépendant qui nous accueille à la scierie, parce que c'est là où il réside et il fait sa bière. Il fait d'ailleurs même une bière spéciale Eldorado. Donc on prend la musique des artistes américains parce que c'est ce qu'ils font le mieux, cette musique-là. Mais par contre, on ne fait pas de burger. Ça serait facile de faire un food truck burger et du coca. Non. On conçoit la restauration sur place et les boissons à partir de produits locaux et les meilleurs. Et c'est aussi ça qui fait la richesse de ce type de festival, c'est de s'ancrer dans le territoire dans lequel il est, bien sûr. Avec les producteurs, avec les bénévoles aussi, parce que ce type de festival n'existerait pas sans l'implication des bénévoles et de vous,
public, avec une accessibilité pour une affiche qui, même moi qui n'y connais rien dans ce style-là, est quand même reconnue, au moins les noms et les sons. Allez-y, écoutez-les. Allez sur le site Eldorado Music Festival, allez les suivre sur Instagram et sur Facebook. C'est une super opportunité, 26 et 27 juin prochain. Et puis, déjà, je vous souhaite une super deuxième édition. Je peux juste ajouter un petit truc, c'est que le 26 juin, c'est une jauge plus petite au château de Poncé. Oui. C'est complet. D'accord. Mais ce qui est super chouette, c'est que Dylan Leblanc, qui est une des têtes d'affiche du festival, dire ça, aime tellement Eldorado qui revient le 27. qu'il sera là le 27 aussi. Il étend son séjour, il prolonge son séjour et il fera aussi un concert le samedi 27 juin. Donc n'hésitez pas à venir le 26 si vous avez déjà des places et prendre vos places pour le 27, je vous le disais, allez sur le site et prenez vos places. Ça c'est pour le week-end du 26 et 27 juin. Une petite idée lecture, pourquoi pas pour les vacances. Là on voit que les écoliers vont tous rentrer chez eux et dans la liste des possibles romans. David Moité, alors vous écrivez pas que pour la jeunesse, enfin jeunesse à partir de quel âge vous dites 13 Alors ça dépend des romans en fait, mais pour celui-ci ça va être à partir de 12 ans. À partir de 12 ans à peu près, donc enfin collégien. Mais vous écrivez aussi des polars, vous écrivez aussi des nouvelles, donc j'invite les gens qui ne vous connaissent pas encore à aller sur votre site internet pour voir l'univers. Alors souvent des enquêtes un peu des polars plus ou moins fantastiques, mais il y a toujours cette idée alors je disais dystopie tout à l'heure, mais de relier à un point de vue sur le monde qui vous entoure. Alors soit c'est romancé, mais il y a toujours une sorte d'enquête au sens large en fait. Oui, en fait je pense que c'est le propre un peu aussi du polar, qui est un genre qui quand même prend sa place maintenant, mais qui pendant longtemps a été un genre secondaire, mais qui permet aussi des critiques de la société, de parler de plein de sujets qui sont pas forcément visibles tout de suite, mais qui apparaissent au fil des enquêtes. Donc effectivement, j'aime beaucoup les enquêtes. Et c'est assez addictif. Alors là, ce livre, Les Résistants de la Cité Bleue, aux éditions Didier Jeunesse, vous avez plusieurs autres ouvrages. Et on a, dès la 4e de couverture sur vos livres, la sensation de retrouver un univers et de plonger dedans. Là, c'est l'histoire d'une lapine. Alors, c'est un peu les lapins contre les loups, si je résume très fortement. Donc, Céline, elle a 16 ans. Il y a aussi la possibilité de se projeter. Alors, je me permets de dire que vous êtes enseignant, donc j'imagine que vous avez aussi l'inspiration dans votre métier. Je crois que c'était même l'origine de ce livre, en fait. Moi, ça fait quelques années que je constate que la parole se libère beaucoup, et pas forcément dans le bon sens, dans nos établissements. Moi, je suis prof en collège. Et j'avais envie aussi de parler de ce sujet-là, du recul de la liberté, de gens, effectivement, qui se permettent de discriminer les autres, etc. Et j'avais eu l'occasion, il y a très longtemps, de lire Matin Brun, qui est une nouvelle qui est extraordinaire, qui m'avait marqué. Et puis aussi La Ferme des animaux, que tout le monde connaît. Donc l'idée d'utiliser les animaux, mais pour parler aussi de ce qui se passe en ce moment chez nous, dans notre société, ça me paraissait vraiment intéressant. Avec cette histoire donc, de Lynn qu'on va suivre, qui est élève le jour et résistante un peu la nuit, parce qu'elle se rend compte que justement il y a des paroles qui se libèrent et que le monde dans lequel elle pensait vivre ou qu'on lui avait un peu vendu n'est pas vraiment tout à fait celui-là. Donc c'est vrai qu'avec... alors il y a le côté anthropomorphique aussi de la lapine auquel on finalement, garçon, fille, peu importe, on peut très vite se projeter dans ce personnage qui a ses forces et ses faiblesses, et justement c'est ces métaphores que vous utilisez au long du récit, à la fois pour qu'on s'approche d'elle et puis faire passer d'autres messages. Ouais, tout à fait. Lynn, en fait, donc c'est une lapine qui a été chassée de son village par les loups. Elle trouve refuge dans la Cité Bleue, un havre de paix normalement. Sauf que il y a une élection et le nouveau maire, lui, il va petit à petit grignoter les libertés de tout le monde. Et le maire est un lièvre qui n'apprécie pas les lapins. Donc pour les lapins, la vie devient de plus en plus dure. Et Lynn, aidée de ses camarades, de certains de ses camarades, va essayer de se rebeller et de voir ce qu'ils peuvent faire à leur niveau, leur petit niveau, pour lutter contre ça.
Alors, je parlais des différents niveaux de lecture, parce que moi, je l'ai commencé, c'est tout à fait évidemment lisible par les adultes, mais il y a cet attachement à la lapine, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs interprétations, plusieurs niveaux. On peut déjà rentrer dans l'histoire pour la suivre, elle, et évidemment, comme tous les bons polars, normalement, enfin tous les bons romans, il y a des messages qui sont derrière et qui sont communs à certains autres ouvrages que vous avez sur la société qui nous entoure, le côté enquête. Vous avez fait aussi un travail sur l'urbex. Il y a nous emmener avec vous aussi dans votre quête, dans votre recherche. Vous faites aussi des escape games. Il y a vraiment cette idée d'impliquer le lecteur dans l'aventure. Ouais, mais je crois qu'avant tout, moi, la lecture, c'est le plaisir. Moi, c'est par là que je suis rentré dans la lecture avant d'être écrivain, bien entendu. Et retrouver cette sensation-là qu'on a le soir tard où il reste un chapitre et on continue. Oui, voilà, il est trop tard, mais c'est pas grave. On va jusqu'au bout. Il y a vraiment cette envie-là, déjà de base, dans chacun de mes romans, c'est d'entraîner le lecteur avec moi, dans mon histoire, qui prenne du plaisir à la lire. Et puis, si derrière, et il y en a toujours, il y a des messages, c'est encore mieux. Mais avant tout, c'est ce plaisir de lire que j'ai envie aussi de communiquer aux jeunes lecteurs. Alors, et ça marche quand même aussi, il faut le dire. Là, vous êtes publié aux éditions Didier Jeunesse, vous disiez à partir de 12 ans. Il y a encore un public, vous devez le savoir mieux que moi. Il faut aussi continuer à partager ces histoires avec nos enfants, avec les enfants qui sont autour de nous et leur proposer des aventures comme ça. Évidemment, eux, ils vont faire leur choix sur le forme de roman qu'ils préfèrent ou pas. Mais c'est vrai que pour parler des collégiens, d'être dans ce type d'écriture, généralement, ça les emporte et ça les amène à ce plaisir un peu coupable des fois de lire un peu plus longtemps ou de demander la suite, etc. Ouais, c'est ça l'idée. Moi, je pense qu'ils ont besoin de nouveautés, les jeunes. C'est ce dont je me suis aperçu aussi quand je leur parlais de mes lectures, mes vieilles lectures. Ils me regardaient comme ça, ils disaient, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce vieux truc, alors que c'est des choses géniales, des livres que j'ai adorés. Mais voilà, ce côté nouveauté, ce côté rentrer dans leur monde aussi, là, par le biais d'une dystopie animalière, mais ça peut être autre chose aussi. Côté contemporain, et puis utiliser des personnages qui leur ressemblent, qui ont à peu près leur âge, auxquels ils peuvent s'identifier. Exactement. Donc tout ça, c'est vraiment un travail qu'on mène aussi pour leur donner envie, déjà de lire, parce qu'aujourd'hui c'est un combat de faire lire les enfants à partir d'un certain âge, et voilà, si possible par le plaisir et pas en les forçant. Exactement. Simplement, Alors les résistants de la Cité Bleue, là Lynn, vous venez de la créer. Alors j'ai pas filmé le roman, mais je vous pose quand même la question, est-ce qu'il va y avoir une suite ? Non, je pense pas. Non, c'est vraiment un roman unique, un one shot comme on dit, donc qui se termine. Voilà. Donc il y a d'autres romans. Commencez par ça, les parents. Si, comme moi, vous avez des lecteurs à la maison, ça peut être bien aussi des one-shots, ça évite de prendre toute la série. Non, évidemment, c'est une bonne idée cadeau aussi. Un livre, vous emmenez ça dans vos valises pour les vacances, ça ne peut que leur donner l'envie de lire et ce plaisir. Les résistants de la Cité Bleue aux éditions Didier Jeunesse, il est sorti là en juin. Il est déjà sorti, il est sorti il y a quelques jours. Donc à trouver dans toutes les bonnes librairies. Merci d'être venu nous parler de ce roman. Vous viendrez nous présenter les autres. Et le festival Eldorado Americana le 26 et 27 juin prochain. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau. Et nous, on continue avec 2 autres festivals tout de suite dans Culturel. Et on va continuer avec 2 beaux festivals. Dans un instant, on parlera de la Belle Virée en Sarthe du 17 au 19 juillet prochain. Marie Maignan, bonsoir. Bonsoir. Artiste du collectif Baltringos, et vous êtes venue avec Cécile Hervé-Boscolo, bonsoir. Bonsoir. Responsable du pôle culture tourisme pour la communauté de communes du festival du Val de Sarthe qui organise le festival. On en parle dans un instant. Mais avant, je me tourne vers une petite partie de l'équipe de Rocavib, 16e édition, samedi 4 juillet. À Vibray. Émilie Saxé-Proux, bonsoir. Vous êtes adjointe au maire de Vibray, chargée de la culture. Oui. Et vous êtes venue avec Richard Cross. Vous êtes coach vocal et conseiller municipal délégué à Vibray. À la com. Voilà. À la communication. Donc, festival 16e édition, le 4 juillet prochain, 16e édition déjà. Un festival qui est gratuit, donc qui est vraiment la commune souhaite offrir aux habitants et évidemment au-delà ce festival qui, comme son nom l'indique, a une consonance rock. Jusque-là, je pense que jusque-là, voilà. On est bon. 16e édition, qu'est-ce qui va se passer ce 4 juin ?
Alors, ce 4 juin, on va avoir 3 groupes. Excalibur, qui est un groupe de rock français local, qui fait du rock celtique. Qui bougent bien, on les a déjà reçus sur le plateau, ils sont très très investis, c'est vrai que ça fait plaisir de les voir venir sur scène. Ça fait plaisir parce qu'ils ont failli annuler parce que leur chanteur avait un problème de santé et ils ont fait des pieds et des mains pour arriver... Ils se sont débrouillés pour quand même venir, pour pouvoir venir, ils ont restructuré, ils ont été... donc, il faut le signaler, parce que c'est chouette. C'est ce que je disais aussi sur... regardez les replays, quand ils sont venus en plateau, c'est des gens qui partagent et ça se voit tout de suite, nous, quand on les reçoit, on sent tout de suite ces belles énergies. Après, vous avez un groupe stéphanois avec 21 grammes. Exactement. Et alors, eux, c'est plus rock alternatif, parce qu'il en faut pour tous les goûts. Donc, c'est plus animé dans le son, c'est plus engagé, je sais pas, mais en tout cas, avec des textes engagés. Très tonique, on va dire. Voilà. C'est très tonique. Et puis Eiffel en tête d'affiche, même si j'aime pas trop cette expression, mais le grand nom de ce festival. Qu'on attendait depuis 2020. Depuis 6 ans. Ah oui, d'accord. Ils étaient prévus en 2020 et le Covid a fait que, et voilà, et cette année, ils sont là et ça nous fait super plaisir de les recevoir. Donc ça, c'est plus pop-rock, c'est un peu plus calme, mais toujours des chansons intéressantes, des textes intéressants. Et puis ça peut permettre à un peu plus connu aussi, donc peut-être faire venir du public pour découvrir justement les premières parties. Je vous vois acquiescer, Richard Coll, je me suis permis de rajouter quand même coach vocal parce qu'on vous connaît, parce que justement vous partagez cet amour de dénicher les nouveaux talents et de les accompagner, que ce soit à travers la France où vous avez participé à aussi des célèbres télécrochets. Et l'idée, c'est vraiment, votre métier, c'est vraiment de mettre en valeur justement et de pousser ces jeunes talents. Alors j'imagine qu'à Vibray, là, ça vous fait plaisir de monter comme ça un plateau avec ces artistes. Alors ils ne sont pas émergents, mais en tout cas de soutenir. Exactement, c'est pour ça que c'est important ce type de spectacle, parce que ça fait découvrir pour Excalibur et 21 grammes. C'est sûr que dans la Sarthe, c'est important de les montrer. Après, Eiffel, a priori, sont connus sur le plan national, donc on va voir comment ça va, si ça attire les gens, on espère. C'est aussi une réalité aujourd'hui des aléas. Alors on parlait du Covid, on parlait des problèmes de santé. Ils sont humains, comme tout le monde, les artistes, et donc il y a des moments où c'est plus compliqué d'être sur scène, où c'est carrément pas possible. Ça fait partie aussi de nos rôles de programmer, de mettre en lumière et de redonner un petit coup de pouce aussi à certains moments à tous ces artistes. C'est très important, oui. Oui, non, c'est vrai que les dernières années, elles ont été, pour la culture, c'est compliqué. Que ce soit pour la musique. Le post-Covid, toute la période de post-Covid, il a fallu que les gens reviennent voir des spectacles, relancer la machine pour attirer le public. Et c'est un vrai parti pris aussi, alors on en parlera avec la communauté de communes, mais aussi des communes, de continuer à mettre un billet sur la culture pour rendre accessible. En plus, là, c'est gratuit, même quand les concerts ne sont pas gratuits. Je le rappelle toujours parce que les gens ne se rendent pas forcément compte en tant que festivalier que la participation, le billet d'entrée ne couvre que très rarement le plateau artistique. Je ne parle pas des techniciens, des bénévoles par définition, mais voilà, il faut se rendre compte ça aussi, que ça a un énorme coût et qu'il faut que ce soit financé pour qu'on puisse avoir ce genre de propositions, surtout comme à Vibray. La programmation, je ne l'ai pas dit, mais c'est pareil, elle est intergénérationnelle, il n'y a aucun problème de venir en famille à cette soirée. Oui, même cette année, on a prévu ce qui ne se faisait pas avant, on a prévu un espace avec des grands jeux pour les enfants. Et l'objectif, c'est de venir en famille. Donc, en plus, pour le coup, c'est du rock français parce que c'est important pour nous d'avoir une scène française, mais aussi qui chante en français. C'est important de le dire parce que c'est pas si évident aujourd'hui à trouver des groupes qui vont chanter quasi qu'en français. Et voilà. Et l'objectif, c'est vraiment de venir. C'est gratuit aussi pour que les gens viennent en famille. On a fait en sorte que les coûts aussi au niveau de la buvette et de l'alimentation soient pas trop élevés pour les familles. Ça a été une réflexion
réflexion aussi. Ça Pour paraît rendre le rien, tout mais accessible, bien sûr. l'objectif, c'était de rendre le tout accessible aux gens et qu'il y a un maximum de gens qui puissent se dire ce week-end-là, ok, on va au Rock à Vib parce que on va à peut Rocavibe, passer. on va à Vibray et c'est à côté de chez nous et en plus on peut y accéder parce que c'est bien de faire venir les artistes mais c'est bien aussi de rendre les conditions acceptables pour les gens. Donc Rock à Vib, 16e édition le 4 juillet à Vibray, vous avez compris, donc on prend pas ses places, on vient à Vibray et on fait exploser le compteur de cet événement avec Excalibur 21 grammes et Eiffel avec buvette, restauration, les jeux, on peut passer un très bon moment. Le programme est chargé, je passe à la belle virée en Val-de-Sarthe. Alors, cette année, Fercé-sur-Sarthe, la Suze-sur-Sarthe, Étival et Le Mans, du 17 au 19 juillet, ce sont la communauté de communes de Val-de-Sarthe qui propose ce festival pour justement aller à la rencontre de ce territoire du Val-de-Sarthe avec une proposition artistique très, très variée. Oui, c'est ça. En fait, c'est un festival itinérant. Il change de commune chaque année. Donc, chaque année, il y a 3 communes qui sont accueillantes. Et donc là, cette année, vous l'avez dit, c'est Fercé, la Suze et Étival. Et le but, c'est de permettre de rendre la culture accessible à tous les habitants du territoire. Les spectacles sont tous gratuits. Les ateliers dans la journée sont gratuits également. On fait venir des food trucks. On veille aussi à ce que les tarifs soient abordables. Donc voilà, c'est un événement vraiment dédié à tous les habitants du territoire. Alors, ce que je trouve sympa dans le concept, c'est qu'on est habitant ou voisin, on va venir chez nous, en fait, picorer ça. Et puis, on découvre votre joli festival et ça donne envie d'aller découvrir peut-être d'autres villages ou, même du Mans, de venir, de se dire, tiens, c'est l'occasion d'aller découvrir le territoire. C'est aussi très familial avec une programmation. Alors, il y a du théâtre, du cirque, de la marionnette, des ateliers avec les baltringos donc, qui organisent tout ça. C'est vraiment un univers pendant 3 jours dans lequel on peut se plonger. C'est ça, en fait. Donc, nous sommes partenaires avec la communauté de communes, d'ailleurs que nous remercions de nous soutenir encore. C'est vrai que, puisque c'est rare, en fait, une communauté de communes qui soutient le spectacle vivant à ce point-là. Et les arts plastiques aussi, puisqu'on intègre aussi les arts plastiques. Et oui, c'est une programmation donc, pour tout le monde, avec un peu toutes les disciplines. Et puis, effectivement, on essaie de créer cette ambiance parce que nous, notre collectif, en fait, qui est basé au Mans, on a construit des bars en bois, en ferraille, tout ça. Donc, on amène effectivement tout un univers qui va avec. Voilà. Et puis, on a la Caravane Expo aussi. Alors, il y aura Julia Dazic, que j'ai déjà reçue dans le culturel, une artiste avec un univers très particulier, très accessible aussi, avec des animaux, etc. Et qui nous vient des pays de l'Est et qui vraiment a un univers très, très sympathique à partager. Il y a des ateliers aussi, il y a de la pratique en fait dans ce festival. Donc on a un partenariat en fait avec le collectif Le Poulpe à Vapeur, qui est un collectif de plasticiens qui est basé au Mans. Donc c'est eux qui programment Julia Dazic. Et puis ils font aussi des ateliers. Et après, donc la communauté de communes propose aussi des ateliers pour les enfants. Donc c'est plus la partie de Cécile. Du coup, oui, en fait, les services communautaires sont mis à contribution. On a un musée sur le territoire, donc on a les collègues du musée de la Faïence qui viennent faire de la découverte d'argile, les collègues de l'île Moulinsart qui viennent faire des ateliers, ce sera street art et trompe-l'œil cette année, le service jeunesse qui propose aux jeunes de venir pour vendre des smoothies, pour derrière financer aussi des actions jeunesse. Donc c'est aussi une dimension participative du festival. On a aussi des collectifs d'habitants qui viennent pour nous aider, des bénévoles pour monter, démonter, tenir le festival. Donc voilà, ça mobilise un petit peu toutes les forces vives du territoire, que ce soit élus, agents, habitants. Alors justement, déjà c'est une très belle initiative et il faut le redire encore une fois que ces festivals n'existeraient pas sans l'initiative, le regroupement et le partage. Il y a des spectacles à 18h et à 21h, donc là aussi il y a la notion d'accessibilité évidemment, avec des plus jeunes enfants. Généralement vous avez fléché, mais globalement, c'est à peu près tout public. Une programmation qui est tout public, qui s'adresse à tout le monde. Il y a pas de... Tout le monde peut venir en famille. C'est ça. Et c'est très... dans le partage aussi, dans la typologie de spectacle, qui mélange souvent le comique avec le clown ou le théâtre avec le clown, etc. Pardon. Oui.
le cirque aussi. Enfin, il y a vraiment... Nous, comme on est un collectif, en fait, c'est une programmation collective chez nous. Donc, on est plutôt des techniciens, des régisseurs, on est du spectacle, en fait. Et on travaille sur des événements différents, tous. Moi, je travaille beaucoup en art de rue, par exemple. Ça correspond. Donc, c'est vrai qu'on amène tous... on chine un peu toute l'année et puis on arrive à se dire, moi j'ai vu tel spectacle, j'aimerais bien qu'on programme celui-ci, tout ça. Et puis après, on se met d'accord aussi avec la communauté de communes. Il y a un côté de partage, de burlesque, de fantaisiste quand même. Il y a quand même un fil rouge autour de ça. Donc je parlais du cirque ou de l'humour, mais il y a vraiment cette interaction dans les spectacles avec le public sur quasiment l'ensemble de la programmation. Oui, à peu près. Ouais. Bon, de toute façon, c'est quelque chose qui maintenant se fait beaucoup oui, bien sûr. sur les spectacles. Non, mais après, voilà, en termes de présence. C'est vivant, c'est très vivant. Vous parliez d'art de la rue, il y a cette idée-là. Et puis, on peut venir participer à un atelier, voir un spectacle. Donc, il y a aussi, comme vous le disiez, se restaurer. Il y a le fait de vivre dans le lieu que vous créez chaque jour. En fait, donc le site ouvre avant, effectivement, le premier spectacle qui est à 18h pour justement que les gens participent aux ateliers, etc. Donc c'était vraiment l'idée, que ça mélange tout le monde, quoi. Ouais, c'est vraiment la convivialité. Le but, c'est de vivre ensemble, la convivialité. Et puis la découverte du patrimoine aussi, parce que c'est des jolis lieux, que si l'on ne connaît pas, on peut prendre le temps. Justement, c'est l'occasion de venir, de boire un verre, de découvrir un petit peu le lieu, comme vous le disiez, avant le spectacle. En termes de jauge, tout est en accès gratuit. On peut venir directement. C'est en extérieur de toute façon. C'est en extérieur, c'est gratuit. Donc voilà. Le 17 juillet à Fercé-sur-Sarthe, le 18 juillet, donc le samedi à La Suze, et le 19 à Étival, avec toute une programmation, les ateliers, etc. On retrouve tout sur les réseaux et dans votre programmation de la Belle Virée. Voilà, le programme qu'on a passé à l'écran. C'est là, déjà, je l'ai noté, la 9e édition déjà. Donc, c'est vrai que c'est important de le signaler aussi parce que c'est... merci aux communes comme ça qui soutiennent la culture. On sait que c'est de plus en plus difficile. Et moi, je suis ravie quand je vois repasser des programmations comme ça sur Culturel. Donc, n'hésitez pas. Et puis, pendant les vacances, sortez avec les enfants. Faites-leur découvrir tout type de spectacles et d'art visuel aussi, vous le disiez, avec le poulpe à vapeur, c'est important d'aller picorer un petit peu partout. Et en plus, là, c'est gratuit, vous n'avez aucune excuse. Merci d'être venu nous parler de vos événements dans Culturel. J'ai chargé votre agenda, j'espère que vous avez tout noté pour vos vacances. Il vous reste une dernière chance jeudi prochain, dernière émission sur LMTV pour la culture en Sarthe. Merci beaucoup. Et place maintenant à une belle initiative, le Cercle des artistes solidaires. J'ai le plaisir de recevoir Alain Berthelot. Bonsoir. Bonsoir, Chloé. Vous êtes tous les trois artistes et membres du Cercle des artistes solidaires. Olivier Batoli, bonsoir. Bonsoir. Et Florence Poussin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable du Moulin des métiers d'art de Malicorne, qui est un des partenaires. Alors, peut-être, Alain, pour commencer, quelle est cette belle idée, je dirais que je donne le ton, du Cercle des artistes solidaires? L'idée, elle est partie du fait que nous avions démissionné à plusieurs, le bureau entier d'une association. Donc, c'est des choses qui ne passaient plus entre nous et le président. Donc, on est parti sur une autre initiative où tout le monde a sa place. Alors l'initiative, le siège est à Évaillé. Donc, c'est un ami, Huberger, qu'on appelle plus souvent Manu, qui a acheté un corps de ferme à Évaillé, en pleine campagne, avec son épouse, et qui a souhaité que cet endroit devienne une maison pour tous, en particulier pour les artistes. Mmh. Donc l'idée, elle est venue à partir de là. Donc on s'est réunis à plusieurs pour faire en sorte de d'arranger un petit peu la maison qui nous héberge, d'arranger le terrain et d'organiser aussi une fête, un premier festival. Donc Olivier pourra en parler tout à l'heure. Donc, et à partir de là, nous, on a créé notre collectif. Alors, on n'est pas une association. Donc, c'est un collectif. C'est un collectif d'artistes. Il n'y a pas de responsable.
responsables. On essaye de faire en sorte de développer l'aide, l'amitié, puis la solidarité, et puis en même temps, tout ce qui peut aller avec ces valeurs-là autour de nous. Donc, ça marche, avec des petits défauts, mais qui vont s'améliorer au fil du temps. Donc, c'est normal, hein, des gens découvrent, et puis c'est une manière de fonctionner qui est quand même pas banale. Il n'y a pas de président, il n'y a pas de secrétaire, même si à l'intérieur du collectif, il y a des gens qui sont un peu les moteurs pour faire fonctionner ce collectif. Donc, en particulier, on a quelqu'un comme Huberger qui est un peu le dynamiteur du collectif. Moi, je fais fonction de secrétaire, mais la place, elle n'est pas définie. Chacun d'entre nous peut écrire, peut s'adresser aux autres, proposer, avoir des idées. C'est collégial. C'est collégial, voilà, c'est ça. Et ça marche, voilà. Donc, du partage, avec l'idée aussi de faire la promotion, justement, de vos métiers sur le territoire, des artistes, et de faire... Alors, actuellement, il y a une exposition jusqu'au 29 juin à Serran-Foultourte. Oui. Oui, donc on est Olivier peut en parler. Voilà, on a une quarantaine de tableaux. Ça a été fait vraiment à l'arrache. C'était suite en fait à la première initiative de Huberger de faire un premier salon le 2 mai à Évaillé. Vraiment, c'était un pari parce que c'était la première fois que ça se faisait. 2 municipalités ont pu participer. On a eu un brasseur de bière, un boulanger, 2 guitaristes. C'était un grand moment festif. Ouais, il y avait des beaux partenariats. Il y avait un beau partenariat, beaucoup de peintres. Et à la suite de ça, on a eu des premiers contacts. Donc voilà, avec Malicorne. Serran-Foultourte nous a dit, mais vous ne pouvez pas exposer en catastrophe, là on n'a personne. On a passé 2-3 coups de fil. Voilà, chacun met 5 ou 6 tableaux. On a fait le vernissage 10 jours après, et c'est comme ça que ça fonctionne. Et j'apprécie bien ce côté convivial, en fait, pas que la peinture, mais aussi l'amitié, prendre un apéro, prendre des nouvelles chacun des autres. Se fédérer aussi un petit peu, prendre des nouvelles, s'aider, parce que c'est vrai que c'est des métiers qui peuvent être un peu solitaires quand on est dans son atelier. Les artistes ne sont pas forcément les meilleurs présentateurs ou vendeurs de leur art, et c'est intéressant justement d'avoir les points de vue, l'émulation collective aussi, tout ça. Donc c'est vrai que c'est des valeurs qui sont intéressantes. Et puis, Serran-Foultourte, je les reçois souvent sur le plateau. C'est pas un hasard non plus s'ils vous ont accueilli en tant qu'exposition. J'imagine, Florence Poussin, que vous, au Moulin des métiers d'art de Malicorne, il y a cette histoire aussi de montrer les artistes sur le territoire et de faire des endroits comme ça ouverts et accessibles. C'est ça. En fait, à Malicorne, évidemment, ville faïencière depuis 1747, donc elle a cette renommée d'être reconnue pour son artisanat d'art. Et nous sommes une véritable vitrine dans le moulin. On est sur le port de Malicorne, une véritable vitrine où on expose une trentaine d'artisans d'art qui viennent des Pays de la Loire. Il s'avère que là, c'est notre 10e saison. Et puis, un jour, le téléphone a sonné et j'avais une belle étoile au bout du fil. C'était ce fameux collectif qui venait un petit peu en renfort et nous aider, car malheureusement, comme beaucoup pour la culture, aujourd'hui, notre association est en difficulté et on essaie par tous les moyens de continuer à faire vivre ce moulin. Et ce collectif a eu la très bonne idée de nous apporter des fonds, en fait, de la totalité de leur vente de l'exposition, en tout cas à Serran-Foultourte. C'était là, pour nous, une reconnaissance déjà du fait que nous sommes là pour représenter les artisans d'art et les artistes, mais c'était aussi se dire que quand on se serre les coudes et qu'on se donne la main, ensemble, on peut certainement tous y arriver. Et puis profiter, c'est vrai que vous le disiez, les gens connaissent Malicorne pour son musée de la faïence, pour les animations qu'il peut y avoir. Évidemment, profitons-en pour faire découvrir d'autres artisans et artistes du territoire, et c'est le cas aussi pour vous. Ça veut dire que je suis artiste ou je fais de la programmation. Je prends contact avec vous. Alors, vous êtes en train de vous organiser. Il y a déjà un Instagram, le Cercle des artistes solidaires. On a cité Huberger qui est aussi assez présent sur les réseaux. On peut... Alors, évidemment, j'imagine que vous prenez les partenariats et les offres de présentation, d'exposition. Mais voilà, on peut aussi peut-être trouver un soutien en venant vers vous et puis partager
le bon et le mauvais, parce que c'est ça aussi. Donc on a des critères, il suffit d'être ouvert aux autres, de vouloir faire en sorte que la solidarité se développe, que l'aide entre nous se développe. Il n'y a pas quelqu'un qui a un ego démesuré par rapport aux autres, ce qu'on a pu connaître par le passé, mais nous, ce qu'on tient à mettre en avant, c'est que tout le monde puisse trouver sa place. Donc on a des partenariats donc, avec le Moulin des métiers d'art de Malicorne, avec Florence. On en a un autre qui se met en place actuellement avec l'atelier de la licorne à Bouloir. Donc c'est Anne de Champagne, la peintre, qui ouvre son atelier pour qu'on puisse exposer. Alors moi, je vais y amener, on est en train de travailler là-dessus, les élèves qui suivent mes cours de peinture. Mais on a aussi des partenariats avec Radio Ornithorynque qui souhaitent éditer un calendrier avec la main des artistes qui veulent bien collaborer pour dessiner toujours sur le thème de l'ornithorynque, parce qu'il y a une histoire par rapport à ça. Et puis, on a d'autres choses qui sont en vue, et on a participé pour la première fois de notre jeune histoire à Plumes et Pinceaux. Donc, on avait un grand stand où on était plus d'une dizaine rassemblés et on a fait des belles rencontres. Alors, le concept qu'on est en train de développer plaît beaucoup aux jeunes artistes, souvent des jeunes artistes qui n'ont pas trop de moyens financiers. Donc, on les accueille avec plaisir. Et là, moi, cet après-midi, j'ai encore reçu deux appels. Quelqu'un qui a participé au salon de la peinture au Mans, qui a reçu le prix du public et qui souhaite nous rencontrer. On reçoit aussi d'autres demandes de gens. Donc, nous, le lieu à évailler, puisque c'est un peu le centre de notre collectif, où on se retrouve là-bas pour... Donc, il est ouvert à ces gens-là. Les critères, je viens de les dire. Des navettes, on s'organise, on fait du covoiturage et puis on n'y est pas tous les jours. C'est un peu partout. Oui, c'est un peu partout, mais enfin, c'est un concept qui plaît. Puis de partager, d'activer cette solidarité, c'est des valeurs quand même qui sont importantes aujourd'hui parce qu'on voit bien que les subventions pour le milieu de la culture, c'est plutôt en baisse. On a besoin. Oui, ça c'est sûr. Et donc, nous, on le constate aussi au travers du festival pas des métiers d'art, mais des arts plastiques au Château de Courtenbourg, puisque j'en suis le secrétaire. Donc là aussi, on est en train de se bagarrer pour arracher des subventions pour maintenir notre festival. C'est important parce que ça ramène beaucoup de gens, non seulement de touristes. C'est un bel endroit. Et tous les ans, je peux en dire un petit mot vite fait, rapidement. Oui, de toute façon, voilà, cet événement aussi. Oui, c'est important pour nous. Donc il y a aussi une association là-bas qui gère ce festival. Donc il commencera le 14 juillet. Alors nous, on invite tous nos amis à participer au vernissage, à l'inauguration de ce festival. Il y aura les artistes sur place, mais on a beaucoup de gens qui viennent. Alors pas forcément des gens du département. On a des gens qui viennent des Pays de Loire, de la Touraine. C'est un très bel écrin. Puis c'est un bel écrin, oui, tout à fait. Il y a plusieurs fêtes qui s'y passent. Donc on a des artistes musiciens qui viendront se produire pour l'inauguration. Donc ils viennent à Catte. C'est un groupe qui s'appelle For Young. Je ne sais pas si je le prononce bien en anglais. C'est en hommage à Neil Young, un musicien de folk américain. Donc ils se produiront là-bas. Donc d'où c'est toutes ces choses-là qu'on veut développer, faire connaître entre nous, partager. Oui, c'est ça. Et surtout, on ne cherche pas à écraser les uns ou les autres. C'est pas la place. Nous, on pense que la culture, c'est des valeurs. Il n'y a pas de camp, quoi. C'est universel, la culture. Oui, et puis c'est que je disais tout à l'heure, une émulation collective. Alors vous, je me permets de dire, vous êtes connu notamment pour des sanguines. Je me tournais vers Olivier Batoli plutôt sur l'aquarelle. Et ça va être aussi des nouveaux projets, des nouveaux défis. Là, vous parliez d'ornithorynque. C'est ça aussi, ce partage-là. C'est d'avoir dans le mouvement des opportunités, des bons partages et des retours. C'est ça, c'est trouver des nouvelles idées. Alors moi, là, je pars sur de l'acrylique, j'en ai quasiment jamais fait. Voilà, c'est suite au vernissage du 2 mai où j'ai eu ces idées-là. C'est vraiment le partage. La joie, la convivialité. Alors, des artistes, mais pas forcément. Ça peut être des musiciens. Ça peut puis ça peut être les rencontres du public aussi. Les rencontres du public, mais voilà, c'est cette ouverture qui est plaisante. De toute façon, c'est des valeurs évidemment qui portent haut la culture. Et aujourd'hui, en ce moment, on en a besoin, on en parlait. Oui, en effet, parce que derrière notre vitrine au Moulin, en fait, c'est moi qui reçois le public. Donc le public me voit moi. Mais derrière moi, il y a une trentaine d'artisans d'art. Ils sont tous chacun dans leur atelier. Évidemment, nous, on est là pour transmettre leur savoir-faire. Et quand Huberger et son collectif est arrivé, en fait, j'ai trouvé que cette idée était quand même remarquable parce que c'est aussi penser à
tous ces artisans d'art qui sont chacun dispatchés et qu'on ne voit pas forcément, mais qui ont besoin de notre vitrine pour bien sûr pour être connus, reconnus, et puis pour vendre aussi, parce qu'encore une fois, c'est pas un gros mot, je le dis souvent sur ce plateau, mais les artistes ne vivent pas que d'amour et d'eau fraîche, donc c'est important aussi de pouvoir vendre ses œuvres. C'est bien ça, reconnaissance c'est véritable. Mais bien sûr. Et puis, ce que je vois, c'est que quand le public vient au moulin, ils me disent tous, ça nous fait du bien. En fait, ces visiteurs, je les vois, ils ont le smile, ils sont heureux de voir des belles choses. Et je pense qu'on a besoin de ça. C'est nécessaire. Bien sûr. Alors, de toute façon, c'est pas à Culturel qu'on va défendre la chose parce que c'est acquis, mais la culture nous fait du bien. On en a besoin encore plus dans ces périodes-là et de partage. Encore une fois, il y a des lieux où on peut acheter, mais évidemment voir gratuitement puisqu'on peut échanger. Et il y a des différents styles qui sont représentés. Donc on peut apprécier l'un ou l'autre style et c'est pas grave. Cette curiosité et puis cette critique constructive, elle est aussi pour les artistes un rebondissement dans le travail et des nouvelles idées, pourquoi pas. Donc c'est vrai que c'est important de le dire aussi, ça, et je le fais dans Culturel, on présente pas forcément que des choses que l'on apprécie au sens sensibilité du terme, puisqu'on en a toutes et tous une sensibilité différente. Mais en tout cas, c'est une très bonne idée de se réunir en collectif. Vous les suivez, le Cercle des artistes solidaires. Vous allez au château de Courtanvaux, entre autres pour les voir. Vous les contactez. Vous avez compris, à Serrenfoltour. Jusqu'au 29 juin, c'est gratuit. Plume et pinceau. Vous allez les retrouver très rapidement et pourquoi pas rejoignez-les. Merci tous les trois d'être venus nous parler de ce beau projet sur le plateau. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour la dernière dans Culturel sur LMTV.